Alors bonjour, je me trouve en compagnie de Juliette Hano qui a écrit le livre Je code donc je suis qui est paru en 2021. Bonjour Juliette. Bonjour. Et ma première question, ça serait d'où vient le nom Je code donc je suis et l'inspiration pour ce livre justement. Alors, donc, Je code donc je suis, c'est une référence au mathématicien, physicien et philosophe René Descartes qui disait je pense donc je suis. Donc finalement, le fait de douter, c'est aussi le fait de penser. Et finalement, j'ai voulu raccrocher ça un petit peu à la rationalité du code. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai appelé ça Je code donc je suis. Ok. Et je sais que tu as découvert du coup ce milieu dans tes études parce que tu es partie en communication et l'information. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui te passionnait aussi avant? Alors non, ce qui est marrant, c'est que pas du tout. En fait, j'aurais jamais pensé coder ou même être intéressée par ça. Donc, comme tu dis, j'ai fait information et communication. Et c'est en faisant une pause, en fait, une année de césure, avant mon master 2, en fait, où j'ai travaillé dans un cabinet de conseil en innovation. Et c'est là où j'ai découvert le numérique et j'étais passionnée. Après, j'ai fait mon master 2 communication et multimédia et j'ai eu mes premiers cours de code. Et c'est là où je me suis intéressée au code informatique. Ok, et du coup, puisque c'est venu beaucoup plus tard, est-ce que tu parles souvent dans ton livre de manque de modèles féminins dans ces milieux pour justement et de représentation dans le monde du numérique pour inspirer justement des femmes ou des filles à se mettre au secteur du numérique dans leur métier. Est-ce que toi, tu as eu des modèles du coup pendant cette découverte qui t'ont inspiré? Pas du tout, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, moi j'avais une image du numérique à la Matrix. Je regardais beaucoup des films de science-fiction, j'adorais ça, mais pour moi c'était vraiment une boîte noire et jamais je me serais vue coder. Et finalement, en fait, mes modèles féminins, je les ai découverts dans les métiers du numérique. Je les ai découverts en fait en travaillant plutôt dans cet univers. Par exemple, quand je travaillais chez Orange, j'ai rencontré une femme qui travaillait dans l'analyse de données. Et donc, ça m'a donné aussi envie d'apprendre du code informatique plutôt lié à l'analyse de données. Ok. Et je sais que tu parles souvent aussi de représentation négative, surtout avec l'image du geek, alors que justement tu viens de me donner un exemple et un modèle qui ne rentre pas du tout dans cette case. Est-ce que avec cette influence de l'imaginaire collectif, est-ce qu'on aurait des initiatives qui permettraient justement aux filles ou aux femmes d'avoir des représentations positives et qui les inspiraient aussi à se lancer? Ouais, totalement. Alors, je pense que déjà, cet imaginaire, finalement, il se construit très tôt. Il n'y a pas juste une personne ou, je sais pas comment dire, mais en fait, c'est un phénomène qui est ancré dans la société à plusieurs niveaux. Ça peut être dans la sphère éducative, le milieu professionnel, euh, les associations, le gouvernement. Donc, il y a beaucoup d'acteurs en fait qui sont responsables aussi de cette diffusion de cet imaginaire. Et donc, dans un premier temps, je pense qu'il serait intéressant, c'est d'agir dès l'éducation. Par exemple, les parents, ils pourraient proposer des jeux inclusifs. Je pense à un projet qui s'appelle The Moon Project, qui a fait un jeu un petit peu de cette famille avec des femmes inspirantes et qui ont marqué l'histoire, comme Ada Lovelace, qui a écrit le premier programme informatique. Donc ça pourrait être intéressant parce qu'il faut agir très tôt en fait. Il ne faut pas attendre finalement parce que ça sera trop tard. Et donc commencer déjà avec l'éducation non genrée. Je pense que c'est déjà une bonne piste. Après, il y a des responsabilités aussi de la part de l'éducation. Finalement aussi promouvoir... je pense qu'il faut le faire dès le début, donc par exemple dans les collèges. Pourquoi pas faire intervenir des femmes qui travaillent dans le secteur de la tech. Pourquoi pas aussi amener des étudiantes dans des salons sur la tech. Par exemple, j'avais amené des collégiennes à Viva Technologies et c'était incroyable de voir en fait qu'elles découvraient ces métiers. Alors, je ne sais pas si elles ne les connaissaient pas avant, elles n'en avaient jamais entendu parler, mais finalement, c'était du concret pour elles, parce qu'elles rencontraient des personnes qui travaillaient dans ces domaines, et elles voyaient des métiers comme UX, UI design,
comme de développement web. Donc je pense que ça peut être intéressant aussi pour modifier un petit peu l'imaginaire qu'on a de ces métiers, de donner du concret très tôt à des étudiantes ou plutôt à des collégiennes qui n'ont pas encore fait leur orientation finalement professionnelle. Oui, parce que tu parles justement de cette éducation non genrée. Comme t'as pu le dire aussi beaucoup de fois, c'est qu'on a 33% des jeunes filles qui sont encouragées dans ces métiers-là et dans ces études, alors que 61% pour les hommes. Donc il y a déjà un gros décalage. Et puis, bah oui, comme tu l'as dit, bah, des métiers, on peut tout de suite l'imaginer, on peut nous l'expliquer sur des petites fiches. Mais c'est vrai que bah, on va pas forcément se l'imaginer concrètement. Et justement, tu parles aussi dans ton livre du syndrome de l'imposteur. Et je trouvais ça très intéressant aussi de le relever parce que tu l'abordes à plusieurs reprises et surtout de jeunes filles qui sont dans des lycées entourés de garçons qui sont prêts à aller vers ces métiers-là. Oui, non mais je vois complètement ce que tu veux dire. Bah, par exemple, quand j'ai écrit mon livre, j'ai pu rencontrer 2 étudiantes. La première, en fait, elle me disait qu'elle avait arrêté de porter des talons parce que donc elle était à l'école 42, donc une école de code informatique, d'apprentissage de code informatique. Et donc elle racontait qu'elle arrêtait de porter des talons parce que quand elle passait dans les clusters, ça faisait du bruit et que toutes les têtes se retournaient. Et donc finalement, bah, je trouve ça assez compliqué parce que elle ne devrait pas avoir à renoncer à ses talents pour étudier le code informatique. Donc ce qui est intéressant après, c'est que les écoles commencent, enfin en tout cas depuis quelques années, à faire de la sensibilisation. Il y a des groupes et des associations qui se créent, donc on voit que ça va plutôt vers la bonne direction. Après, il y a quand même 7 étudiantes sur 10, selon une enquête de Social Builder, qui ont avoué avoir été confrontées en fait à des comportements sexistes ou à des blagues sexistes. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et peut-être un deuxième exemple, c'est une étudiante qui me disait qu'elle avait intégré une formation au code informatique, pareil, de web développement. Et en fait, les gens lui avaient dit, enfin, quelques garçons lui avaient dit mais toi t'es là parce que les quotas. C'est à cause des quotas finalement. Et donc ça aussi, je pense que c'est important d'avoir de la transparence là-dessus, finalement, que l'école parle de ses quotas et explique pourquoi, et que finalement ça soit pas une solution à long terme, ça soit plutôt du court terme, pour qu'après on attire des femmes et après que bah, finalement elles s'épanouissent dans ces métiers, qu'elles donnent aussi envie à d'autres femmes d'intégrer ces métiers et qu'on n'ait plus besoin de quotas à long terme. C'est sûr. Et justement, bah, en parlant de quotas, en parlant de s'intégrer, comment aussi bah, ces écoles justement peuvent mettre cette petite passerelle, je dirais, pour leur permettre de s'intégrer et pas justement d'essayer soit de se fondre dans la masse de garçons, soit justement en renonçant par exemple juste à des talons ou alors ou d'autres choses qu'elles pourraient mettre en place justement pour s'intégrer. Bah, je pense que les écoles finalement donc, elles sensibilisent pas mal les étudiants. Après il y a les professeurs aussi, je pense qu'il faut sensibiliser. En parler. Je pense que plus on va en parler, plus ça va être naturel et puis finalement ça sera pas tabou parce que parfois on a aussi des problématiques de sujets tabous. Donc je pense que ça évolue dans plutôt le bon sens, dans le sens où il y a pas mal d'écoles du numérique qui promeuvent aussi les femmes dans les écoles de formation. Après c'est plutôt le discours qu'elles ont derrière. Il faut vraiment que ça soit transparent et intégrer ces femmes de la meilleure des manières en communiquant à tous les élèves, pas forcément qu'aux femmes, mais parler à tout le monde pour que ça soit compris et qu'on n'aille pas dire à une femme t'es là parce que t'as les quotas quoi. Oui. Bah, t'en parles aussi dans ton livre et tu décryptes vraiment justement ces messages de communication par rapport aux écoles, mais aussi le conflit d'intérêts qui se pose entre les écoles, leur partenariat avec des entreprises qui du coup forcent un peu les écoles à pas donner le bon message. À ton avis, est-ce que tu pourrais plus l'expliquer pour ceux qui nous écoutent? Ouais, bien et sûr. est-ce que tu pourrais aussi me dire comment on pourrait être
plus vigilants, enfin comment les écoles pourraient être plus vigilantes justement sur leur partenariat et sur la communication du coup qui va être adoptée par la suite. Bien sûr. Je vais te donner un exemple. J'avais rencontré une jeune femme qui travaille pour Simplon.co, donc c'est une école de formation numérique. Et en fait, ce qu'elle me racontait, c'est que donc, ces écoles du numérique, elles ont devoir, entre guillemets, après, c'est d'accompagner leurs étudiants et étudiantes à l'insertion professionnelle, donc leur trouver un petit peu un métier après, une entreprise. Donc elles ont des partenariats avec ces entreprises. Et le problème, c'est que parfois, en fait, des recruteurs les appellent, donc ces écoles du numérique, en disant est-ce que vous avez des femmes J'en veux 10 pour mon entreprise. Comme si un peu c'était je veux 10 pommes dans un marché. Et donc finalement, c'est là, pour moi, la problématique, c'est de se dire quel est l'engagement derrière en fait. Est-ce que c'est un engagement pour promouvoir la mixité au sein de leur métier ou est-ce que c'est juste un simple effet marketing ou de l'image en fait, de l'image de marque et pas forcément un vrai engagement. Donc un deuxième exemple que je peux te donner, c'est un projet qui avait été fait avec Simplon.co et une entreprise, donc il s'appelait Aqueuse, et en fait l'entreprise a demandé à changer le nom du projet. D'accord. Et ils voulaient appeler ça Miss Code. Donc Miss Code en fait. On a un gros problème avec ce Miss, oui. Voilà, c'est ça, puis finalement lier le code avec des Miss, Miss déjà c'est un peu reprendre des représentations stéréotypées des femmes et les renforcer et les véhiculer alors que c'est l'inverse de ce qui est voulu avec le projet. Mais finalement c'est les entreprises qui sont les financeurs, donc c'est eux qui payent derrière et donc ils ont gardé ce nom. Donc tout ça pour dire que il faut vraiment, je pense que donc c'est important que les écoles du numérique et les entreprises nouent des partenariats. Par contre, il faut vraiment que le message et les valeurs derrière en fait ces partenariats soient transparents et très clairs. Finalement, on ne peut pas dire je veux juste des femmes ou il faut dire pourquoi derrière et que ça soit aussi clair et finalement dans le respect aussi des valeurs partagées par ces écoles. Et c'est très intéressant ce dont tu parles avec justement ce côté Miss, parce qu'on peut penser Miss comme Miss France et plutôt des concours de beauté ou Miss Univers ou autre, mais on peut aussi penser, je sais par exemple là c'est un gros sujet dans les comics par exemple qui est plus associé à la culture geek que tu abordes dans ton livre, où là par exemple on va avoir des... plutôt Miss, enfin les super-héros féminines vont plutôt être associées à des Miss que des femmes. Tu donnais cet exemple qui est très intéressant et c'est quelque chose aussi que, est-ce que tu peux identifier assez facilement ou pas dans les cas que tu vois en général? Je pense que globalement il y a un problème de représentation et par exemple pour les femmes déjà en fait je pense qu'il y a on dit parfois qu'elles s'auto-censurent mais je pense que c'est pas une auto-censure, c'est vraiment en fait une censure sociale. C'est socialement en fait, c'est la société qui fait que on a des stéréotypes, on a des stéréotypes, on a du sexisme et finalement les femmes peuvent après bien sûr intérioriser des fausses idées et finalement pas demander une augmentation, demander peut-être moins qu'un homme. On sait que voilà, juste la question des salaires. Et comme tu dis, c'est intéressant, c'est qu'on voit ça dans le domaine aussi du cinéma, des séries. Moi, je t'avoue que quand j'étais jeune, je regardais Big Bang Theory. Oui. C'était terrible, j'avais pas forcément envie de travailler dans les sciences ou travailler dans le numérique après ça. Parce que et donc je pense qu'il y a vraiment une responsabilité de la part de tous ces acteurs-là, finalement, qui participent à la création de cet imaginaire un peu répulsif, quoi. Oui. On en revient à l'imaginaire collectif et les représentations qu'on donne aussi. Bien sûr. Est-ce que du coup, parce qu'on parle beaucoup justement des personnes qui veulent se former au métier du numérique, mais est-ce que tu penses qu'en étant une femme dans un monde moderne, donc un monde qui est beaucoup plus digitalisé aujourd'hui, qui est beaucoup plus tourné vers le numérique, est-ce que tu penses que ce serait quand même des sujets qu'on devrait aborder et auxquels on devrait se former, pas juste pour en faire un métier, mais aussi nous pour pouvoir nous développer dans ce monde numérisé? Ouais, non, totalement. Enfin, moi, je pense que c'est
très important que chacun au moins ait des bases. Pas que chacun puisse faire un algorithme ou faire du machine learning, mais plutôt en fait de comprendre. Parce que quand on voit en fait par exemple l'impact de l'IA, l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne, l'IA va pouvoir par exemple décider d'un crédit, de son assurance, de son université. Et on utilise en fait des algorithmes au quotidien et ils prennent parfois des décisions pour nous. Et je sais pas, on peut prendre l'exemple de ChatGPT qui avait 1 million d'utilisateurs en 5 jours, enfin 5 jours après sa sortie. Donc vraiment, je pense que l'IA va se généraliser partout. Donc le but, c'est pas de savoir finalement comment faire une intelligence artificielle, mais plutôt de comprendre comment ça fonctionne et de passer en fait d'un utilisateur passif à une personne qui est plutôt consciente des mécanismes en fait qui sont derrière cette IA et comprendre un petit peu, avoir les clés de compréhension pour saisir les impacts que ça peut avoir sur sa vie. Et je pense aussi bien sûr que le code informatique c'est le nouveau langage qui devrait aussi être un peu parlé par tout le monde, en tout cas être compris pour savoir un petit peu ce qu'il y a derrière ces technologies aussi qui s'immiscent un peu de plus en plus dans notre quotidien, quoi. Oui, surtout quand nous on en a parlé dans notre podcast et on parlait justement de ces IA qui peuvent être biaisées parce que selon qui les fabrique aussi, les représentations vont pas être les mêmes, et que ça soit du GPS qui comprend pas certains accents ou qui comprenne mieux la voix de certains hommes, à l'IA qui fait du machine learning et qui prend toutes les représentations sexistes, homophobes qu'on peut trouver sur la toile ou autres. C'est vrai que c'est bien de savoir que malgré tout c'est conçu par des hommes quand même et que c'est biaisé, et même une machine qui apprend par elle-même, quand elle va se nourrir, tu le dis très bien souvent qu'il y a le bon et le mauvais sur internet, et que du coup si une IA se nourrit, elle va se nourrir de la globalité et pas juste choisir des informations qu'elle considérait positives ou négatives. Ouais, puis même tu as un exemple d'IA dite sexiste. Amazon par exemple en 2014, ils utilisaient une intelligence artificielle pour trier les CV, donc pour des postes, pour recruter des personnes à des postes techniques. Et en fait cette IA, elle mettait de côté tous les CV des femmes. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle avait été entraînée avec des données de 2004 à 2014, donc une époque où finalement il y avait peu de femmes dans ces métiers. Donc finalement, elle reproduisait ces inégalités. Et pour moi, ce qui est important aussi de souligner, c'est que c'est pas la technologie qui est sexiste, c'est finalement la société qui l'est. Et après, si en fait les concepteurs de ces technologies sont uniquement des hommes blancs hétérosexuels, finalement c'est là où on va avoir peut-être des biais sexistes ou des choses comme ça. Et un autre exemple que Isabelle Collet prenait qui est très intéressant, c'est Apple, dans la première version de son application sur la santé, donc qui était sur tous les iPhones, il n'y avait pas finalement de fonctionnalité pour mesurer ou en tout cas gérer son cycle menstruel. Et donc finalement, peut-être que si ça avait été développé par une femme, il y aurait peut-être eu cette fonctionnalité. Mais là, si finalement ce sont que des hommes qui développent des technologies, on peut finalement elles vont pas être à l'image d'une société qui est plurielle, qui compte des hommes et des femmes. Et donc je pense que c'est très important que que le numérique soit pensé et créé par une pluralité de profils avec des origines, des âges, des parcours différents. Parce que sinon on se retrouve toujours par avoir une séparation. Et par exemple tu parles de cycle menstruel, dans ces cas-là on va avoir des applications pour justement suivre ces périodes menstruelles faites par des femmes pour des femmes, comme l'application aussi Bumble, où le site a été créé pour des femmes qui font le premier pas par une femme justement qui de base avait travaillé pour Tinder mais qui s'est fait harceler. Et du coup on se retrouve toujours de se mettre chacun de son côté et de créer pour la personne qui nous ressemble le plus en fait. Et du coup je voulais te demander, est-ce que le numérique par le chemin qu'on est en train de emprunter vers cette inclusion justement, est-ce que ça serait pas donc une passerelle vers l'inclusion mais aussi l'égalité de genre? Alors oui, je pense, s'il est par contre accessible à tous et à tous, il l'est de base, mais pour le moment quand on voit les chiffres, seulement 33% de femmes dans le secteur du numérique,
il y a encore des freins, je pense. Donc, le numérique peut être vecteur d'égalité entre les hommes et les femmes s'il est pensé par une pluralité de profils, que ce soit des hommes ou des femmes. Par contre, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire sur le harcèlement en ligne, sur le sexisme en ligne. Donc, il y a le meilleur et il y a le pire dans tous les cas, mais je pense que le numérique est une belle opportunité en tout cas, dont les femmes devraient se saisir pour finalement être présentes aussi dans les métiers du futur et, finalement apporter leur pierre à l'édifice de l'innovation, quoi. J'aimerais finir du coup sur... est-ce que tu pourrais me commenter cette petite phrase que tu as mise dans ton livre? On ne n'est pas informaticienne ou informaticien, on le devient. Ça serait un peu ta conclusion à ce que tu étais en train de dire. Ouais, en fait, c'est une référence à Simone de Beauvoir qui disait on ne naît pas femme, on le devient. Et donc, c'est vraiment pour moi le symbole aussi du féminisme. Et mon but, en fait, en disant ça, on ne naît pas femme, enfin, on le devient, c'est par rapport à la tech de se dire en fait, on ne naît pas informaticienne ou informaticien, on le devient. C'est-à-dire que c'est pas inné, en fait. C'est vraiment à force de temps, d'efforts, de motivation et de curiosité qu'on l'acquiert en fait, qu'on acquiert ces compétences numériques. Et mon but aussi, c'est de dire il n'y a pas une femme du numérique, il y a des femmes du numérique avec des profils totalement différents et que c'est un secteur qui doit être accessible à toutes et à tous. Et du coup, c'est pas inné, enfin, il n'y a pas une catégorie de personnes qui sont faites aussi pour ça. Pas du tout. Et franchement, par exemple, j'étais pas très douée en maths. Ça m'a pas empêché de finalement faire du code. Donc, je pense qu'il faut vraiment croire en soi, ne pas se mettre trop de barrières. Et c'est vraiment une question d'effort, en fait, de motivation et de temps qu'on y est prêt à y passer, quoi. En tout cas, merci Juliette pour ton intervention. N'hésitez pas à aller consulter le livre Je code donc je suis, disponible un peu partout. Yes, ouais, en ligne et en magasin. Voilà, et on vous le remettra du coup dans la barre d'infos.